Dans le puissant royaume de Karinga, un enfant nommé Bamiro naquit avec un comportement étrange. Dès sa naissance, il serrait son drap contre lui comme s'il refusait qu'on lui prenne quoi que ce soit. La sage-femme plaisanta. Celui-ci deviendra un homme radin. Elle ne savait pas qu'elle venait de prophétiser avec exactitude. À l'école primaire, Bamiro prêtait un crayon, mais suivait l'élève partout jusqu'à le récupérer. Il notait même les noms de ceux qui empruntaient une gomme. Sa famille espérait qu'il changerait en grandissant, mais non. Il devint adulte avec un cœur serré, toujours attaché à ses biens, toujours inquiet de perdre quelque chose. Bamiro n'était pas un homme ordinaire. Dans tout le village, on disait qu'il avait une tête faite pour les chiffres. Et ce n'était pas un mensonge. Depuis son jeune âge, Bamiro calculait tout, le prix du maïs au marché, le coût d'un trajet en moto, même la quantité exacte d'eau qu'il fallait pour cuisiner le riz sans gaspillage. Chaque pièce qui entrait dans sa main était comptée, notée, et surtout, économisée. Grâce à cette discipline rare, il avait réussi à construire, avant même ses 30 ans, un commerce qui faisait trembler toute la région, Karinga Matériaux. De l'extérieur, la boutique n'avait rien d'impressionnant, un petit bâtiment peint en jaune, des sacs de ciment devant la porte, quelques planches posées contre le mur. On aurait dit un simple commerce de quartier. Mais ceux qui savaient réellement comment les affaires fonctionnent, savaient aussi que les apparences trompent. Derrière ces murs ordinaires, des millions circulaient discrètement. Bamiro achetait, revendait, négociait, transportait, sans jamais élever la voix, sans jamais attirer l'attention. Pourtant, malgré sa réussite spectaculaire, il vivait comme un homme pauvre. Il portait toujours les mêmes vêtements, un pantalon qui avait perdu sa couleur, une chemise dont le col était fatigué. Sa maison était simple, presque trop simple. Pas de télévision grand écran, pas de beaux meubles, pas de décoration. Et à table, c'était toujours la même chose, du riz, du gari, et ces petits poissons séchés qu'il achetait en gros pour économiser. Sa femme, Saliha, pensait qu'il vivait modestement parce que la vie est dure. Elle croyait que leur situation était normale, qu'il gérait comme tous les couples du quartier. Elle ne savait pas que son mari était l'un des hommes les plus prospères du commerce local. Elle ne savait pas qu'il gagnait en une semaine ce que d'autres gagnaient en un an. Et surtout, elle ne savait rien de la pièce secrète. Cette pièce était cachée derrière une vieille armoire en bois, tellement lourde qu'aucune femme n'aurait pensé la déplacer. Derrière, une porte discrète menait à un espace sombre, dont Bamiro seul possédait la clé. Là, soigneusement empilés du sol jusqu'au plafond, se trouvaient des dizaines de sacs remplis d'argent. Des liasses attachées, numérotées, classées par montant, comme si tout cela n'était qu'un simple inventaire. Bamiro vivait pauvre, mais il dormait assis sur une montagne d'or. Ce jour-là, le soleil tapait si fort que même les pierres semblaient transpirer. Bamiro venait de terminer une longue négociation au marché de gros. Il avait acheté du ciment, du fer, des clous, tout ce qu'il fallait pour remplir son magasin. Fatigué, chargé de poussière, il décida de prendre un vieux bus public pour rentrer. Comme d'habitude, il refusait de gaspiller l'argent pour une moto personnelle. Chaque franc devait être économisé. Le bus était plein à craquer. Les passagers se bousculaient, la chaleur étouffait tout le monde, et le chauffeur conduisait comme s'il était poursuivi par les esprits. Il klaxonnait, doublait sans regarder, parlait en même temps au receveur. C'était un vrai chaos roulant. Puis, tout bascula. À l'entrée d'un virage serré, le chauffeur tourna brutalement. Les passagers crièrent. Un énorme choc secoua le bus. Personne n'eut le temps de comprendre. Bamiro, assis près de la porte, fut violemment projeté en avant. Sa tête heurta une barre métallique avec un bruit sourd. Son corps se plia, puis tomba lourdement sur le sol du bus. Il ne bougea plus. Le chauffeur paniqua. Les passagers hurlaient. On le transporta en urgence à l'hôpital le plus proche. Quand Saliha reçut l'appel, elle courut sans réfléchir. Elle arriva essoufflée, le pagne mal attaché, ses sandales dépareillées, comme si elle avait traversé tout le village en courant. Son cœur battait si fort qu'elle ne sentait même plus ses jambes. Le médecin la regarda avec gravité. « Et madame, votre mari est dans le coma. Il a une grave blessure au cerveau. Il doit être opéré immédiatement. »
Saliha retint son souffle. Le mot coma résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Le médecin continua. L'opération coûte plusieurs millions. Sinon, il ne survivra probablement pas. Saliha recula d'un pas, complètement perdu. Plusieurs millions? Mais docteur, nous n'avons même pas 200 000 francs. Nous sommes pauvres. Sa voix tremblait, ses mains aussi. Elle pensa à leur maison simple, à leurs vieux vêtements, à leurs repas sans viande, à la vie difficile qu'ils menaient depuis des années. Comment pouvait-on demander plusieurs millions à des gens qui comptaient chaque pièce? À ce moment précis, Saliha sentit son monde s'écrouler. Elle regarda son mari à travers la vitre de la salle d'urgence et le désespoir lui tordit le cœur. Elle n'imaginait pas que la vérité sur Bamiro allait tout changer. Ne sachant plus quoi faire, Saliha quitta l'hôpital en courant. Ses yeux étaient rouges, son cœur battait trop vite. Elle n'avait qu'une idée en tête, retourner au marché où Bamiro travaillait tous les jours. Peut-être que quelqu'un pourrait l'aider. Peut-être que les autres commerçants comprendraient sa détresse. Quand elle arriva, essoufflée et en larmes, tout le monde s'arrêta. Les vendeurs de ciment, les transporteurs, les petites mains, tous la connaissaient comme la femme discrète de Bamiro. Elle expliqua la situation d'une voix brisée. Mon mari est dans le coma, l'opération coûte des millions, je vous en supplie, aidez-moi, même un peu. Un silence lourd tomba sur le marché. Certains hommes fouillèrent dans leurs poches, d'autres se regardèrent sans oser parler. Peu à peu, ils commencèrent une petite collecte. Un billet ici. Quelques pièces là. Personne ne disait rien, mais leur regard trahissait un malaise. Finalement, un commerçant plus âgé soupira longuement. Il leva la tête, fixa Saliha et dit d'une voix hésitante. « Madame, il faut que vous sachiez quelque chose. » Elle le regarda, confuse. Il continua. « Votre mari n'est pas pauvre. » Pas du tout. Il a de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais il ne donne jamais. Il n'aide personne. Il fait tout en secret. Saliha resta figée. Ses larmes cessèrent un instant, comme si son corps refusait d'y croire. Ce n'est pas possible. Nous vivons difficilement. Nous n'avons rien. Mais les regards autour d'elle confirmèrent les paroles du commerçant. Un autre vendeur ajouta. Bamiro achète toujours en gros. Il paie cash. Il n'a pas de dette. Même les gros fournisseurs le respectent. Un troisième renchérit. Quand il négocie, il sort des liasses. Mais personne ne parle, parce qu'il déteste les histoires. Chaque mot était comme un coup de marteau dans le cœur de Saliha. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son mari s'effondrait. La vie difficile, les repas pauvres, les vêtements usés. Tout cela n'était peut-être qu'un choix de Bamiro, pas une fatalité. Quand la collecte fut terminée, elle compta doucement l'argent, 180 000 francs. Ce n'était rien comparé aux millions nécessaires, mais ce n'était pas ça qui lui faisait le plus mal. Ce qui la détruisait, c'était le doute. Le doute énorme, oppressant. Et si son mari lui avait caché toute une vie? Silencieuse, le cœur lourd, elle reprit le chemin de l'hôpital, mais cette fois, Saliha n'était plus la même femme. Pendant que son corps restait allongé, immobile, branché à des machines à l'hôpital, quelque chose d'inexplicable se produisit. L'esprit de Bamiro se détacha lentement de son corps. Il ouvrit les yeux, mais ce n'était plus avec son regard d'homme vivant. C'était comme s'il flottait, léger, silencieux, invisible. La première chose qu'il vit fut Saliha, assise près de lui, les mains tremblantes, en train de pleurer comme si son cœur se déchirait. Il sentit une douleur terrible dans son âme. Il avança vers elle, tenta de la rassurer. « Saliha! Ne pleure pas. Je suis là. Je vais revenir. » Mais aucune réaction. Il essaya plus fort. « Va derrière l'armoire. L'argent est là. Prends-le. Sauve-moi. Saliha, écoute-moi. » Rien. Pas un signe. Pas un regard. Pas même un frisson. Désespéré, Bamiro posa sa main sur celle de sa femme, mais son doigt passa au travers comme si elle était faite de fumée.
Il recula, choqué. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'entends pas? La panique l'envahit. Il tourna en rond dans la pièce, cria, hurla, se débattit. Mais pour les vivants, il n'était qu'un souffle invisible. Il décida alors de courir jusqu'au marché, espérant que ses amis, ses collègues, ses partenaires d'affaires, quelqu'un, n'importe qui, pourrait le percevoir. Il se posta devant le premier commerçant et cria. « Aidez ma femme. Dites-lui où est mon argent. Je dois vivre. » Personne ne réagit. Un autre homme passa, il tenta de lui bloquer le chemin, mais il traversa son corps comme une ombre. Alors il se mit à les insulter, à taper sur les tables, à renverser les sacs de ciment. Rien ne bougeait. Rien ne tombait. Il n'existait plus dans le monde des vivants. Petit à petit, une vérité terrible s'imposa à lui. Il n'avait personne. Personne à appeler. Personne qui allait se lever pour dire « C'était mon ami, je vais l'aider ». Tout le monde le connaissait comme un homme dur, froid, égoïste, qui ne prêtait jamais, ne donnait jamais, n'offrait jamais un seul geste de générosité. Sa radinerie, celle dont il était si fier, avait fini par le couper de tout le monde. Il vivait seul, et maintenant, il traversait la mort seul. C'est à ce moment-là qu'il comprit, ce qu'il avait gagné en argent, il l'avait perdu en amour et en humanité. L'esprit de Bamiro retourna à la maison en flottant, emporté par une angoisse profonde. Il savait que sa vie dépendait de la découverte de son secret. Il devait absolument faire comprendre à sa femme où se trouvait l'argent. C'était leur seule chance. Leur unique espoir. Une fois à l'intérieur, tout lui parut différent. La maison était vide, silencieuse, presque lourde. Les murs semblaient plus tristes qu'avant, comme s'ils savaient ce qui se passait. Il se précipita vers la cuisine où l'eau bouillait sur le feu. Il se dit. Si je souffle très fort, peut-être qu'elle verra quelque chose. Peut-être qu'elle comprendra que je suis là. Il prit une grande inspiration ou du moins, l'équivalent spirituel et souffla de toutes ses forces. Mais la vapeur continua de monter, indifférente. Pas une seule bulle ne réagit à sa présence. Alors il se tourna vers les chaises. Si je les secoue, elle va se retourner. Elle va sentir quelque chose. Il posa ses mains invisibles sur le dossier, mais ses doigts traversèrent le bois. Il réessaya encore et encore, la frustration montant en lui comme un feu. Mais la chaise ne bougea jamais. Désespéré, il se mit à taper sur les murs, espérant produire un son, une vibration, un signe. Même un petit souffle aurait suffi pour que Saliha se rende compte qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais les murs restèrent silencieux, immobiles, comme s'ils n'existaient pas dans son monde. Pendant ce temps, Saliha, complètement épuisée par la peur, la honte et la confusion, se prépara un simple bol de gari chaud. Ses mains tremblaient pendant qu'elle versait l'eau. Elle s'assit sur le tabouret, courba le dos, et fondit en larmes. Ses sanglots remplissaient toute la pièce. Bamiro, fou de désespoir, se mit à crier de toutes ses forces. « Saliha! Je suis là! Derrière l'armoire! L'argent est derrière l'armoire! » Mais sa voix, pourtant puissante dans son monde, n'était qu'un souffle perdu dans le vide. Elle ne l'entendait pas. Elle ne le sentait pas. Elle ne voyait rien. Chaque seconde qui passait ressemblait à une punition. La vérité était juste là, dans la même maison, mais impossible à transmettre. Et plus Saliha pleurait, plus Bamiro sentait son cœur spirituel s'effondrer. Il comprit alors que parfois, le plus grand cri ne suffit pas à atteindre celui qu'on aime, surtout quand trop de secrets ont construit un mur invisible entre deux. Alors que Saliha était encore assise, la tête entre les mains, quelque chose d'étrange se produisit. Un vent soudain, venu de nulle part, entra par la petite fenêtre de la cuisine. Pas un vent ordinaire, un souffle rapide, précis, presque intentionnel. Il fit voler quelques papiers, fit trembler la flamme du foyer, puis un foulard, accroché sur une chaise, se décrocha et glissa lentement jusqu'au sol. Le tissu continua de glisser, comme poussé par une main invisible, et finit par disparaître derrière l'armoire. Saliha soupira. Même dans le malheur, elle devait encore ramasser quelque chose. Elle se leva,
essuya ses larmes du revers de la main et avança vers l'armoire en traînant les pieds. Elle se pencha pour récupérer le foulard, tendit la main, mais celui-ci était coincé juste derrière le meuble. Elle força un peu, tira doucement, mais l'armoire semblait lourde, immobile, presque soudée au mur. En voulant l'écarter d'un centimètre pour libérer le tissu, ses doigts glissèrent sur la surface arrière, et touchèrent quelque chose de froid. Un petit relief métallique. Rond. Parfaitement lisse. Comme un bouton. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, étonnée. Elle passa sa main encore une fois, sentit bien la forme. Ce n'était ni un clou, ni une vis, ni un crochet. Son cœur se mit à battre un peu plus vite. Sans réfléchir davantage, elle prit une petite inspiration et appuya. Clic. Le son résonna dans toute la pièce, sec, clair, presque trop net. Saliha recula instinctivement, surprise. Puis, sous ses yeux écarquillés, l'armoire se déplaça. Toute seule. Lentement. Comme si un mécanisme ancien venait de se réveiller. Un léger grincement accompagna le mouvement, et le meuble s'écarta juste assez pour laisser apparaître une fine ligne sombre dans le mur. Une fissure verticale. Non, pas une fissure. Une ouverture. Saliha sentit un frisson courir le long de son dos. Elle posa la main sur le mur, suivit la ligne du bout des doigts. On aurait dit une porte camouflée. Elle resta un moment immobile, la bouche légèrement ouverte, incapable de parler. Elle comprit alors qu'elle venait de découvrir quelque chose que son mari avait toujours voulu cacher. Un passage secret. Dans sa propre maison. Ce qu'elle allait trouver derrière, allait changer sa vie pour toujours. Saliha respira profondément avant de franchir l'ouverture. L'intérieur était sombre, étroit, silencieux. Elle alluma la lampe de son téléphone et une petite lumière blanche perça enfin l'obscurité. Ce qu'elle vit d'abord lui coupa le souffle. Des sacs bleus, grands, lourds, gonflés, alignés contre le mur comme des soldats immobiles. Elle avança lentement, le cœur battant fort. La lumière tremblait dans sa main. Elle s'agenouilla devant le premier sac, hésita une seconde, puis tira sur la fermeture. Quand elle l'ouvrit, sa bouche s'ouvrit toute seule. Des liasses de billets. Bien rangés. Bien attachés. Des piles entières. Saliha recula d'un coup, comme si on venait de lui brûler les doigts. Elle ouvrit un deuxième sac. Encore de l'argent. Des billets empaquetés par centaines. Un troisième. Des devises étrangères, euros, dollars, francs CFA. Il y en avait tellement qu'elle en eut le vertige. Elle posa sa main sur sa poitrine. Une douleur monta en elle, une douleur profonde, mêlée de colère, de trahison et d'incompréhension. Ses jambes se dérobèrent, et elle tomba à genoux sur le sol froid. Elle murmura d'une voix tremblante. Tout ce temps, je mangeais du petit poisson sec, je mendiais les promotions au marché, je portais les mêmes pagnes pendant des années, et toi, tu cachais tout ça. Sa voix se brisa. Ses larmes coulèrent sans retenue. Juste derrière elle, l'esprit de Bamiro se tenait, effondré, incapable de la toucher, de la calmer. Il passa les mains sur son visage, désespéré. « Saliha, je t'en supplie. Ne te fâche pas. Ce n'était pas contre toi. Prends juste un sac. Sauve-moi. Va payer l'opération. » Mais ces mots n'étaient que du vent. Ils n'atteignirent jamais les oreilles de celle qu'il aimait. Saliha, de son côté, essuya ses larmes. Puis elle se leva, lentement, avec une énergie nouvelle. Ses mains cessèrent de trembler. Son regard devint plus dur, plus déterminé. Elle choisit un sac le plus rempli, le prit à deux mains et le traîna hors de la pièce secrète. Elle ne regarda ni à gauche ni à droite. Elle quitta la maison comme quelqu'un qui venait d'ouvrir les yeux sur une vérité trop longtemps cachée. L'air dehors était lourd, mais en elle, quelque chose venait de se réveiller. Elle n'allait plus subir. Elle n'allait plus pleurer. Elle allait sauver son mari, mais elle n'oublierait jamais ce qu'elle venait de découvrir. Saliha arriva à l'hôpital avec le sac d'argent serré contre elle. Son cœur battait vite, mais son esprit était décidé. Elle entra dans le bureau du comptable, posa le sac sur la table et dit d'une voix ferme. « Faites l'opération.
Tout de suite. Sauver mon mari. Les médecins n'avaient jamais vu une femme aussi déterminée. En quelques minutes, l'équipe chirurgicale fut réunie. La chirurgie dura des heures, longue, silencieuse, terrifiante. Mais finalement, le verdict tomba, l'intervention avait réussi. Pendant plusieurs jours, Saliha resta à l'hôpital. Elle dormait sur une chaise, mangeait à peine, priait beaucoup. Elle avait les yeux gonflés, le visage fatigué, mais elle ne quittait jamais la chambre. Puis, un matin, comme un miracle, Bamiro ouvrit les yeux. Ses paupières tremblèrent, son regard s'éclaircit. Il chercha instinctivement sa femme. Saliha était là, assise près de lui, les mains croisées. Elle souriait légèrement, mais un sourire triste, blessé, qui disait tout ce qu'elle avait vécu. Elle lui parla d'une voix douce mais ferme. « Bamiro, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait croire que nous étions pauvres ? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir, compter chaque pièce, manger du petit poisson sec, alors que tu avais des millions cachés ?» Bamiro baissa les yeux. Il sentit une honte profonde monter en lui. Ses lèvres tremblèrent. Il murmura. « Saliha, j'avais peur. Je voulais épargner. Je voulais protéger notre avenir. Je croyais que si je dépensais, tout s'écroulerait. Je pensais faire bien. » Elle secoua doucement la tête. Ses yeux brillaient, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était la déception. Un poids lourd. Une vérité froide. Non, Bamiro. Tu ne nous as pas protégés. Tu nous as détruits. Tu m'as menti. Tu t'es isolé. Et tu as failli mourir, seul. Ces mots frappèrent son cœur comme des coups de marteau. Bamiro pleura. Oui, l'homme fort, l'homme calculateur, l'homme silencieux, pleura réellement. Des larmes chaudes, sincères, qui coulaient sans qu'il puisse les retenir. Saliha, je vais changer. Je te le promets. Je partagerai tout maintenant. Je ne cacherai plus rien. Je veux vivre, mais vivre avec toi. Pas seule dans ma peur. Elle resta silencieuse un moment. Puis lui prit la main. Le chemin allait être long. Mais une chose était sûre, ce jour-là, Bamiro comprit enfin que le vrai trésor n'était pas dans les sacs d'argent, mais dans la confiance qu'il avait presque perdue. Les jours passaient lentement, mais Bamiro se rétablissait. Chaque matin, il ouvrait un peu plus les yeux, retrouvait un peu plus de force, et chaque soir, il voyait Saliha assise près de lui, fidèle, malgré tout ce qu'elle avait découvert. Peu à peu, il apprit à marcher de nouveau, à parler plus clairement, à sourire. Le coma était derrière lui, mais la plus grande bataille restait à mener, reconstruire son foyer. Quand ils rentrèrent enfin à la maison, l'air semblait différent. Plus léger. Plus vrai. Saliha prépara le feu, comme elle le faisait depuis des années, mais cette fois, quelque chose avait changé dans son attitude. Elle posa la marmite, leva la tête vers son mari et dit avec une assurance nouvelle. « Bamiro, à partir d'aujourd'hui, on mange de la vraie viande. Pas les petits poissons secs qui sentent la fumée. De la viande. » Bamiro sourit doucement. Un sourire humble, reconnaissant, presque enfantin. « Oui, même du poulet, même du dindon si tu veux. Tout ce que tu veux, Saliha. » Elle hocha la tête, satisfaite. Ce n'était pas une question de luxe. Ce n'était pas une question de montrer qu'ils avaient de l'argent. C'était une question de dignité. De vérité. De respect. Les semaines suivantes furent différentes de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Bamiro ouvrit enfin ses comptes, montra chaque sac, expliqua chaque économie. Il prit conscience du poids immense qu'il avait imposé à sa femme sans s'en rendre compte. Et Saliha, de son côté, apprit à gérer cette richesse qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Ils firent des achats simples mais nécessaires. De nouveaux vêtements, une meilleure literie, une petite télévision, quelques meubles propres. Rien d'extravagant, juste de quoi vivre normalement, humainement. Le plus beau changement ne se trouvait pas dans la maison. Il se trouvait dans leur cœur. Pour la première fois depuis longtemps, ils parlaient. Ils se disaient tout. Ils riaient ensemble. Ils partageaient leurs peurs, leurs projets, leurs rêves.
Ce foyer, autrefois construit sur le silence et les secrets, se transforma en un lieu d'amour, de transparence et de confiance. Quand on cache tout à son partenaire, on ne protège pas son argent. On détruit sa maison. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on cache dans un mur. C'est ce qu'on construit ensemble, la main dans la main. Dans la vie, les secrets détruisent plus de foyers que la pauvreté. Rappelez-vous, la vraie richesse, c'est la confiance. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la pour soutenir les contes africains. À très bientôt pour une nouvelle leçon de vie.